Amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro Web TV, vous avez très bien fait de rester avec nous pour la suite et la seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV ainsi que sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, radio émettant depuis Chicago. Merci à tous de partager cette émission avec les uns les autres. Moïse Agbigan à la commande avec notre invité de ce jour, professeur Pini Pini, qui est avec nous depuis la Belgique, l'Europe. Merci à vous tous qui nous suivez donc depuis l'Europe. On aborde ainsi donc ce sujet concernant la Tunisie. On aura à questionner donc notre invité concernant beaucoup d'angles. Alors le président Saïed a récemment appelé à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était à l'origine de violences, de crimes et d'impact inacceptable. À la suite de ça, on a vu la réaction de beaucoup donc sur les réseaux sociaux ainsi que beaucoup de manifestations s'organiser aujourd'hui en Tunisie comme de par le monde, et d'autres estiment qu'il y a une part de racisme dans ces actes qui sont posés aujourd'hui en Tunisie. Professeur Pini, dites-nous, quelles sont vos premières impressions sur l'actualité en Tunisie? Oui, ce qui se passe là, ça nous fait très mal au cœur, hein, de voir nos jeunes. Moi, quand je vois surtout nos jeunes qui sont dans des situations déplorables ainsi, des jeunes qui veulent simplement travailler, qui veulent simplement vivre, qui sont toujours molestés, mis en prison, chassés comme des chiens, ça fait très très mal. Et on ne voudrait pas que ça puisse continuer ainsi, parce que nos jeunes, ils ont aussi droit de vivre comme tous les autres jeunes dans le monde. Pourquoi pour les autres jeunes dans le monde peuvent vivre comme ils veulent, sauf les Africains? Quand on est jeune Africain, on n'a pas droit à la vie, on n'a pas droit au respect, on n'a pas droit... Non, ça va pas. Donc, le président Saïd doit se ressaisir. Je crois que nous savons que la Tunisie, c'est pas un pays des Blancs. La Tunisie, c'est un pays africain, d'ailleurs même le pays des Blancs. C'est pas parce que c'est un pays des Blancs que les Africains doivent souffrir. Le pays, nous sommes tous, nous sommes des humains, et ce qui définit la personne humaine, c'est la mobilité. Donc depuis que nous avons eu acquis la bipédie, nous sommes devenus des conquérants, nous sommes devenus des bâtisseurs, nous sommes devenus des savants, parce que nous allons chez d'autres, nous voyons ce qui se passe et nous pouvons améliorer nos propres connaissances. Donc cela est important pour les Africains aussi. Comme ça, comme le président Saïd doit absolument, et tous les peuples tunisiens doivent se ressaisir, parce que la Tunisie, c'est un pays des Africains, on peut des Noirs si on veut, il y a des Noirs là-bas aussi. En Tunisie, il y a des Noirs en Libye, il y a des Noirs en Algérie, il y a des Noirs au Maroc. Ce sont nos pays à nous tous. D'ailleurs, l'histoire ancienne rappelle que du temps où les Sahara étaient prospères, n'étaient pas encore désertiques, mais les populations africaines ont habité là-bas, étaient nombreuses. Donc, c'est nos pays à nous. Alors, l'histoire récente aussi nous dit que ces pays-là, c'est notamment la Tunisie. La Tunisie est un pays très très important pour nous en Afrique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la Tunisie était un point de liaison entre l'Afrique et l'Empire romain. L'Empire romain a prospéré en grande partie grâce à l'Afrique et à l'Afrique du Nord, dont la Tunisie. C'est pour cela que nous disons que l'Empire romain, tout comme l'Empire grec, c'est un patrimoine commun entre nous les Africains et les Européens. Ce n'est pas que le patrimoine des Européens qui se sont accaparés, parlant de leur civilisation gréco-romaine qui leur appartiendrait qu'à eux, c'est faux.
que ce soit le travail, l'héritage grec, l'héritage romain, c'est notre héritage à nous tous. Nos ancêtres y ont travaillé. Nos ancêtres ont travaillé à la prospérité de l'Empire romain. Nos ancêtres ont travaillé à la prospérité des royaumes qui étaient en Grèce. Donc, cette importance-là. Et la Tunisie a joué un grand rôle. Il y a un grand Tunisien qui est connu dans le monde entier aujourd'hui, s'appelle Augustin, Saint-Augustin. C'était un philosophe, un très grand philosophe, qui a vécu, je crois, au IVe siècle. Mais il est célébré partout. C'est notre fierté à nous les Africains. Donc, c'est cette Afrique-là, c'est notre Afrique à nous tous. Donc, Alors, qu'est-ce... nos frères, Allez-y, oui, terminez. Encore 30 donc, secondes. nos frères doivent savoir que nos jeunes cherchent un peu de souffle parce qu'ils sont enfermés en Afrique. L'Afrique est une prison à ciel ouvert. Parce que, pardon, c'est une prison à ciel ouvert. Nos amis là du Nord, les chrétiens du Nord, les Européens du Nord, ils ont privatisé la Méditerranée. Ils ne veulent pas que nous puissions y mettre les pieds. Alors, nos jeunes ne savent quoi faire. Nous n'avons que l'Europe comme voisine et l'Asie. Et ils ne veulent pas que nous y allons. Comment, mais les jeunes, ils ont droit de se déplacer. Donc, il faudra qu'ils acceptent, hein, que nos amis de Tunisie là, puissent accepter que leurs frères arrivent. Qu'ils soient régularisés, nous ne sommes pas contre, ils doivent être régularisés, mais qu'on ne les chasse pas comme des animaux parce qu'ils sont irréguliers. S'il y en a qui commettent des crimes, ben ceux-là, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient jugés, mais qu'on ne mette pas les crimes de quelques personnes sur tout le monde. C'est tout le monde qui habite là-bas parce que vous êtes tous noirs, parce que c'est un noir qui a mal fait, donc tous les noirs sont mauvais. Non, c'est un noir qui a mal fait, qu'il soit arrêté, jugé, s'il doit le mettre en prison, qu'on le mette en prison, mais qu'on laisse les autres vaguer à leurs occupations et vivre calmement. C'est ça que nous demandons. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, sinon les raisons endogènes et exogènes donc, de ce discours du président euh, de la Tunisie? Bon, mais il dit qu'il y a eu bon, ce qui est vrai qu'il y a il y a assez bien d'Africains aujourd'hui en Tunisie. Donc la Tunisie, qui a une population, je crois, d'une vingtaine de millions, peut-être 24 millions, a un pourcentage important d'étrangers qui vivent là-bas, et notamment ceux qui viennent de nos pays africains, qui sont allés là-bas pour chercher un peu de souffle, parce que dans nos pays, ce souffle-là ne leur est pas donné à cause de toute de pesanteur qui pèse sur nos pays. Donc, c'est pour cela que beaucoup de jeunes sont là-bas, ils y travaillent, mais comme ce sont des jeunes, on connaît l'impact des jeunes partout, ça peut arriver qu'il y ait des jeunes qui dérapent et des jeunes qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas nécessairement tolérées, mais dans ces cas-là, ben, on les remet sur le bon chemin, peut-être on va il y a des lois qu'il faut appliquer, on applique la loi par rapport aux délinquants. Donc, mais il ne faudra pas que les délinquants puissent prendre toute la place, que les délinquants soient considérés comme que tout Africain devienne délinquant parce qu'il y a quelques délinquants dans la communauté. Donc, moi, je crois que le problème, il est celui-là. Il y a bien sûr des problèmes internes à la Tunisie. Vous savez que la Tunisie, c'est là où a démarré ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'était un pays qui était aussi sous la dictature très grave, mais qui a fait la révolution. Hein, la révolution qui est arrivée, qui est atterri maintenant au Mali, mais elle avait commencé là-bas en Tunisie. Il a fait la révolution, mais la révolution a été suivie par une période de trouble, une période de déstabilisation, jusqu'à l'arrivée du président Saïd maintenant, qui est arrivé d'une façon presque inattendue, et il y a beaucoup de coups bas par rapport à lui. L'ancienne puissance coloniale là-bas aussi, donc qui est la France, mais ne laisse pas faire non plus, voudra avoir comme toujours son mot à dire, et voudrait que le gouvernement de M. Saïd soit sur les pas. Donc, comme ça, il y a beaucoup de crocs en jambes par rapport à ce gouvernement, il souffre beaucoup. Et dans cette ambiance, il y a cette vague de délinquants qui viennent encore semer plus de troubles
C'est pour cela qu'il veut frapper fort. Mais sinon, je ne pense pas que le président Saïd quand même serait quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un c'est un juriste qui, a, qui est connu. C'est un homme pondéré, il ne peut pas aller d'ailleurs, il s'est ressaisi, hein, il a dit que s'il est allé loin, il faudra qu'on puisse comprendre par rapport à la situation, mais que tout le monde est le bienvenu, que la Tunisie ne peut pas fermer ses portes à ses frères africains, ça n'a aucun sens, c'est pas possible. C'est le professeur Pinipini qui nous le dit aujourd'hui. Alors, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement la déclaration choquante publiée par les autorités tunisiennes visant des compatriotes africains qui va à l'encontre à la lettre et de l'esprit de l'organisation et des principes fondateurs. L'Union africaine trouvera-t-il solution à ce qui se passe, à la situation actuelle qui prévaut en Tunisie? Mais ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal que l'Union africaine envoie en Tunisie une délégation pour aller rencontrer pardon, les autorités là-bas et essayer et les entendre aussi, parler avec eux, échanger avec eux et trouver des solutions africaines à ces problèmes qui se posent en Afrique. Parce que quand il y avait eu les problèmes avec la Tunisie, l'Union africaine avait aussi offert ses bons offices, mais l'Union européenne et l'OTAN n'avaient pas voulu. Maintenant, faut pas attendre que l'OTAN vienne, parce que l'OTAN ne viendra pas non plus. L'Union européenne, ils vont plutôt se frotter les mains. Je crois que ce serait bien, effectivement, que l'Union africaine envoie une délégation à Tunis, rencontrer les autorités, les entendre, parler avec eux, trouver une solution, parler avec les communautés africaines qui sont là-bas, essayer de trouver une voie de sortie pour que la paix et la sérénité reviennent dans ces pays et reviennent dans nos pays. Parce que ça ne sert à rien de vouloir allumer encore un autre foyer de tension. Nous en avons déjà tellement sur le continent. Il ne faudra pas qu'il y ait encore un supplémentaire. On n'en a vraiment pas du tout besoin. Donc, si le président de l'Union africaine veut faire quelque chose, plutôt de s'arrêter à faire simplement des déclarations, moi, je lui conseille d'aller là-bas avec une délégation, peut-être de l'un ou l'autre président, je ne sais pas, ou l'un ou l'autre ministre des Affaires étrangères. Il peut aller là-bas et parler avec nos frères de Tunisie. Ou si ce n'est pas possible, ceux-là ne voudront peut-être pas y aller. Moi, je conseille alors dans ces cas-là à nos amis du Mali, à nos amis de l'Algérie, qui sont proches, d'aller rencontrer les autorités de la Tunisie, à Tunis, de parler avec eux aussi, de les entendre, d'essayer de trouver un terrain de compromis et de parler aussi aux communautés africaines qui sont là-bas en Tunisie, pour trouver un terrain. Parce qu'il faut que le dialogue, qu'on puisse régler ce problème par les dialogues interafricains. Alors, l'une de nos populations africaines se sent particulièrement et singulièrement visée au cours donc de ces derniers jours et de ces situations au niveau donc de la Tunisie. Alors l'ambassade de la Côte d'Ivoire, je parle donc de la Côte d'Ivoire, alors l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie a entamé un processus de recensement de ses citoyens souhaitant alors quitter la Tunisie de manière permanente. Est-ce que ce sera une manière pour certains pays africains qui ont leur compatriotes sur la terre de la Tunisie, donc de rapatrier leurs compatriotes? Bon, je pense pas qu'on doit arriver jusque-là, hein. Pour moi, c'est pas une solution africaine, ça. On ne doit pas arriver jusque-là. S'il y en a qui veulent partir, qui veulent rentrer, oui, pourquoi pas. Mais ça ne doit pas être un mouvement général de tous les Africains, tous les ambassadeurs vont se mettre à mettre leurs concitoyens, leurs citoyens dans des avions et les ramener. Vaut mieux trouver une solution à l'africaine pour que les uns et les autres, comme on dit, puissent vivre normalement.
Parce que je ne pense pas que de toute façon, tous les Africains ne rentreront pas en Afrique, quel que soit ce qu'on va faire, donc ils vont rester. Donc ceux qui vont rester, il faudra qu'ils restent dans des situations de sécurité. Il faut d'abord cette situation de sécurité qu'elle soit garantie pour tout le monde. Pas seulement pour les Africains, mais également pour les Tunisiens. Parce que si le président s'est plaint, c'est qu'il y a des Tunisiens qui se sentent aussi en insécurité, des Tunisiens, voilà, des deux souches, y compris des Noirs tunisiens, peut-être qui sont aussi en insécurité. Donc, il faudra trouver la solution pour tout le monde, pas seulement pour une partie de la population, mais pour tout le monde. Alors, je voudrais simplement dire, par rapport à ça, on peut croire, comme a dit le président Saïd, qu'il y en a qui vont venir pour remplacer la population là-bas, qu'ils sont des musulmans, des arabes, mais il n'y a rien qui soit plus faux que de croire que les Tunisiens là-bas sont des arabes, ou que qu'ils seraient les seuls arabes. D'abord, qui sont les arabes? Parce que souvent, on croit que les arabes sont tellement étrangers à l'Afrique. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Arabie aujourd'hui, ça s'appelait d'abord la Phénicie dans les temps. Et que la Phénicie, là, c'était un pays des Africains. Des Africains qui habitaient là. Les Arabes sont des Africains au départ. Donc, tous ces pays-là qu'on appelle les Émirats arabes, là, ce sont des pays, ce sont des Africains. Donc, les Yémen, là, cette population-là sont des populations qui sont venues de l'Éthiopie, du côté de l'Afrique orientale, donc de l'Éthiopie, de l'Érythrée aujourd'hui, de Djibouti, de la Somalie. Tous ces pays-là étaient peuplés de cette façon-là. Donc, c'est une population africaine. Aujourd'hui, qu'ils parlent l'arabe, ça ne veut pas dire que, parce que c'est pas l'arabe, donc ils sont pas africains. En Afrique, beaucoup de pays en Afrique, on parle l'arabe. On parle l'arabe en Libye, on parle l'arabe au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Soudan, je crois même au Niger, même au Bénin, au Nigeria, jusqu'au Cameroun, dans tous ces pays-là, en Centrafrique, il y a beaucoup de musulmans. Les musulmans, il n'y en a pas qu'en Tunisie. Pourquoi s'accaparer l'islam? L'islam d'abord, l'islam est d'origine aussi africaine. Beaucoup de gens ignorent que le prophète Mohammed, il a commencé avec, c'était un duo avec un Africain, un noir africain qui s'appelait Bilal. C'est lui qui a l'homme à la belle voix, qui appelait tout le monde à la prière. Mais c'était un noir africain originaire d'Éthiopie. Donc, il ne faudra pas qu'on croie que les Africains sont étrangers, que l'islam, ce serait une affaire que de je ne sais qui. Non, l'islam, et dans la construction de la doctrine islamique, il y a beaucoup d'Africains, des théologiens africains, ils sont toute une ligne. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de lire ce livre ici, voilà que je vous présente. Ces livres-là explique ce que c'est que l'islam. Vous allez voir là dans le chapitre 3, parle de l'islam africain, la part des Africains dans l'islam, dans ce livre. Là, moi, je suis d'ailleurs étonné que jusqu'à présent, ce livre ne soit pas encore traduit en arabe. Il serait temps que ce soit traduit en arabe pour que les gens puissent les lire. Nous sommes un seul et même peuple. Nous ne sommes pas plusieurs peuples. Malgré qu'on instrumentalise, que les Noirs sont présentés comme étant de moins que rien aujourd'hui, mais les Noirs, ce sont eux qui sont à la base de toute la civilisation dans le monde, y compris la civilisation islamique. Donc, il ne faudra pas que le président Saïd croit que la Tunisie est un pays que des Arabes, des musulmans, et que les autres ne le sont pas. Ceux qui viennent là-bas, ils parlent dans l'arabe, ils sont aussi musulmans, vont prier dans des mosquées. Si aujourd'hui tous les Africains quittent l'islam, mais l'islam va tomber, il va rester rien du tout. Toute l'Afrique d'aujourd'hui quitte l'islam, qu'est-ce qui va rester là-bas?
Donc, faudra qu'on arrête de nous prendre pour de moins que rien. L'islam c'est un de ses piliers, c'est l'Afrique aussi pour parler comme un langage des musulmans eux-mêmes. Un de ses piliers, c'est quand même l'Afrique. Donc, faudra qu'on arrête. Et c'est l'Afrique, l'Afrique noire, pour ainsi dire. C'est un de ses piliers. Hein. Donc, Alors, faudra qu'on arrête de prendre. oui, alors professeur Pini, parlons maintenant solutions où des manifestations sont organisées, même une a eu lieu ce matin à Tunis pour dénoncer qu'ils considèrent ces actes comme racisme et le discours donc fasciste qui vise les migrants subsahariens. Disons-nous la vérité, est-ce qu'on pourra arriver à la solution dans les jours, dans un bref délai? Ben, je l'espère, nous l'espérons nous tous. C'est comme ça que j'ai dit qu'il est urgent qu'une délégation de l'Union africaine aille là-bas rencontrer les autorités tunisiennes et parler en frères et sœurs des problèmes qui se posent là-bas et qu'on trouve une solution. Il faudrait qu'une solution soit trouvée rapidement parce que les manifestations ne vont pas arranger la situation. Ce qui arrange la situation, c'est de pourparler entre dirigeants pour trouver une solution quand un problème se pose. Donc, nos dirigeants sont suffisamment, je crois, sages pour se mettre autour d'une table, parler, trouver des solutions et parler, je dis, j'insiste, parler également aux communautés africaines et aux communautés tunisiennes qui sont là-bas et les mettre aussi ensemble, mettre ensemble ceux qui ont certaines oppositions, les mettre ensemble pour qu'on trouve une solution. Mais il faudrait qu'une solution soit trouvée. Les manifestations, je le veux bien, mais les manifestations, ça n'amène pas, ça ne résout pas les problèmes. Donc, ce qui va résoudre le problème, c'est les pourparlers. Et les pourparlers entre les responsables. Pour l'instant, la balle est du côté de l'Union africaine. Elle a fait une déclaration, je veux bien, mais il faudra qu'il y ait des actions de terrain. Donc, je le conseille d'aller là-bas, d'aller en Tunisie et de rencontrer les autorités tunisiennes, de parler avec elles, de trouver un terrain d'entente avec les autorités de la Tunisie. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro TV avec notre invité de ce jour. Il y a encore deux petites questions pour terminer l'émission d'aujourd'hui. Alors, professeur, le 6e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est déroulé le lundi dernier au Tchad. L'organisation régionale se réunissait pour la première fois sans le Mali, qui a quitté cette instance en 2022. Et que dites-vous de ça et pourquoi sans le Mali aujourd'hui alors qu'on sait également la position du Tchad, la situation du Tchad aujourd'hui qui est conduite par également un militaire? Oui, en ce qui concerne l'absence du Mali, comme vous l'avez dit, le Mali a quitté cette organisation pour une raison très simple. Parce que le Mali était membre fondateur du G5 Sahel, et le Mali avait l'année dernière la présidence, devait avoir la présidence, parce que c'est une présidence tournante. Et le Mali devait avoir la présidence de cette organisation. Mais à la grande surprise des Maliens et de nous autres de toute l'Afrique, les autres pays n'ont pas voulu que le Mali puisse exercer la présidence qui lui revenait. Et ils n'ont pas voulu aller à Bamako pour tenir la réunion. Donc, ils ont boudé la réunion. Le Mali les a invités plusieurs fois, ils ne sont pas venus. Alors, le Mali a compris qu'il ne voulait pas, que ces pays ne voulaient pas d'élus. Ils obéissaient aux ordres des étrangers contre le Mali. C'est comme ça que le Mali a dit, dans ces cas-là, moi je tire la conclusion que vous ne voulez plus de moi, donc je n'ai plus rien à faire là-bas. Ça paraît logique, cette décision du Mali. Donc maintenant, ce n'est plus le G5, il faut qu'ils trouvent notre dénomination, comment ils vont s'appeler, ils vont appeler ça, mais c'est plus le G5, parce qu'ils continuent à appeler ça G5 Sahel, alors que ce n'est plus le cas, c'est pas honnête. Donc il faudra de l'honnêteté là, et trouver notre appellation par rapport à l'organisation maintenant qu'ils veulent faire sans le Mali. Alors, quant à la CEDEAO et à l'Union africaine, il y a eu ce qui s'est passé à Addis Abeba, c'était désolant.
Parce que comment voulez-vous, vos propres frères qui viennent à vous, à Troyes, ils viennent pour vous demander qu'ils veulent revenir, que vous puissiez lever le monsieur que vous avez pris contre eux, qu'ils trouvent trop injuste. Vous n'avez même pas entendu par rapport à ces mesures. Maintenant, vous vous demandez qu'ils puissent amener des plans par rapport aux échéances électorales à venir à la fin de la transition et tout ça. Ils font tout le travail, ils font tous les efforts. Ils viennent avec cela. Ils vous le présentent. Et vous dites non, vous n'êtes pas des nôtres, allez-vous-en. Mais c'est incroyable ça. Et les Africains qui font ça, à d'autres Africains, sur la terre africaine. On se croirait à je ne sais à quelle époque. Pourtant, nous sommes quand même à cette époque ici où l'Afrique a une toute autre dimension. Pourquoi continuer à agir comme si c'était à l'époque de la table de la conférence de Berlin où les gens se réunissaient là-bas et prenaient des décisions sur l'Afrique sans les Africains. Maintenant, ce sont les Africains même qui se réunissent, qui prennent des décisions sur leurs propres frères, sans ce frère-là. Mais ça va pas là. Moi, je trouve que l'Union africaine et la CEDEAO doivent se ressaisir, ne peuvent pas continuer comme ça, doivent réintégrer le Mali, le Burkina Faso et la Guinée dans les organisations dans lesquelles ils ont droit d'être. D'autant que le Mali continue à payer ses cotisations aussi bien à la CEDEAO qu'à l'Union européenne. Les gens qui payent les cotisations, vous ne voulez pas qu'ils vous les chassez. Et si on va maintenant vérifier, parmi les autres membres qui sont là-bas, qui sont acceptés, il y en a qui ont des dettes envers la CEDEAO et envers l'Union africaine qui ne payent même pas. Alors que le Mali paye. Et le Mali est membre fondateur aussi bien de la CEDEAO que de l'Union africaine. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Il faudra que les chefs d'État là, et les chefs de gouvernement je pense qu'ils se prennent de ce pas moi pour qui puissent savoir que le Mali, le Burkina et la Guinée, ben, ils ont droit de siéger comme tout le monde. C'est comme ça. D'autant qu'il y en a d'autres qui ont aussi fait, où il y a eu des coups d'État, les cas du Tchad, les cas du Niger, et puis il y a des coups d'État constitutionnels comme justement en Côte d'Ivoire, oui, en Côte d'Ivoire surtout, où des gens ils sont là, ils viennent participer aux réunions. Pourquoi pas le Mali, pourquoi pas le Burkina et pourquoi pas la Guinée? Ça paraît deux poids deux mesures, c'est pas sérieux. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Ma dernière question pour notre invité de ce jour, c'est concernant notre pays, ou nos deux pays qui sont le Burkina Faso et le Mali. Quand on prend aujourd'hui donc le cas du Mali, on fait un bilan où il y a 13 civils tués dans le centre du pays dans une attaque djihadiste, alors qu'on retrouve également probablement 70 soldats au niveau du Burkina Faso. Avez-vous l'impression comme si le départ de la France dans le Sahel cause ces problèmes, et nous trouvons aussi donc des solutions idoines pour contrecarrer donc ces attaques djihadistes aujourd'hui? Quelles sont vos impressions et quel est votre mot de fin, professeur Pinipini? Non, c'est pas du tout le départ de la France. La France est restée 10 ans au Mali. Et pendant toutes ces 10 années, il y a toujours eu des djihadistes au Mali. D'ailleurs, quand la France a entré au Mali, les djihadistes ne se visaient qu'au nord. À son départ, ils avaient occupé tout le pays. Non, c'est pas la France, tout simplement que ce sont des gens qui sont organisés, qui veulent déstabiliser le Mali, qui veulent déstabiliser le Burkina. Mais voilà, le Burkina et le Mali s'organisent pour mettre fin, parce que le grand problème, c'est que la Libye est toujours déstabilisée. C'est ça tout le problème. C'est pour cela, moi, comme je profite de cette tribune pour demander à nos frères du Mali, nos frères du Burkina, et nos frères du Niger de se réunir avec nos frères de l'Algérie et justement de la Tunisie pour sécuriser la Libye. Nous ne pouvons pas attendre que la Libye soit sécurisée par l'OTAN. L'OTAN qui l'a déstabilisée et qui est là, qui profite des richesses de la Libye, ne voudra pas du tout la sécuriser. Donc la sécurisation de la Libye dépend des pays africains voisins.
Donc il est temps, je pense, que les pays africains voisins sécurisent, se mettent ensemble et sécurisent la Libye. À ce moment-là, on coupera l'herbe au pied des djihadistes parce qu'il n'aura plus de base arrière, parce que pour l'instant, la Libye leur sert de base arrière, parce que la Libye est toujours désorganisée. Donc pour moi, le problème, il est là. Le problème n'est pas dans le départ ou non de la France. La France était venue pour un moment, elle devait partir, et maintenant elle est partie, Et que l'Afrique continue, les Africains, les Maliens, les Burkinabés continuent à se prendre en charge. Mais je dis que le problème, c'est pas tant que ça. Le problème, c'est plutôt l'insécurité qui règne au Mali, en Libye. Et cette insécurité doit prendre fin. Pour qu'elle puisse prendre fin, il faut que les forces africaines soient réunies, notamment la Tunisie, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso. Pourquoi pas, la Guinée peut donner un coup de main. Et tous ensemble, avec peut-être, pourquoi pas avec l'Égypte, qui se mettent ensemble et qu'ils puissent sécuriser définitivement la Libye pour couper l'herbe au pied des djihadistes et leur couper leur base arrière à partir de laquelle ils viennent déstabiliser ce pays-là. Professeur Pinipili, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de notre émission Avis de la Diaspora. C'est la fin donc de ce numéro, chers amis téléspectateurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez pas eu la chance de suivre en intégralité cette émission, ces coupures de nos émissions sont toujours en replay sur notre chaîne YouTube. Veuillez vous abonner, activer vos cloches de notification pour ne rien rater, surtout concernant nos émissions. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale. Bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com.